bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons faire une petite causerie, enfin, je vais faire une petite causerie à propos de l'éducation permanente populaire. Les deux termes ne sont pas du tout équivalents, mais ils sont utilisés souvent l'un pour l'autre pour des raisons que je vais tenter d'éclaircir ou d'éclairer. Alors, le schéma de l'exposé ou des exposés qui vont suivre, hein, peut-être que la Ligue de l'enseignement choisira de scinder ce propos en 4 ou 5 morceaux, bulles, messages, dont le premier sera autour des notions, voire même du concept d'éducation permanente ou d'éducation populaire. Le second, dans le second, nous ferons un voyage dans l'histoire. Je crois que l'histoire nous aide puissamment à comprendre où nous sommes, puisque nous sommes faits de cette histoire d'avant-hier et d'hier, hein, comme le dit si joliment Fernand Braudel. Dans un troisième temps, je vais vous proposer d'explorer l'actualité de l'éducation permanente populaire, en quoi aujourd'hui c'est un immense besoin, comme dit Christian Morel, ou un immense désir, comme je préfère dire. Et enfin, on terminera sur quelques perspectives ou prospectives, notamment autour des droits culturels et de la démocratie culturelle comme régime, comme horizon de notre réflexion. Voilà, donc je me présente, mon nom est Luc Carton, je suis philosophe. J'ai travaillé toute ma vie autour de l'éducation permanente populaire, de manière parfois accidentelle, parfois volontaire, mais en tout cas comme fil conducteur de toute ma vie professionnelle et militante. Ça a commencé très tôt et vous voyez que ça continue à durer très tard. Et donc, j'ai travaillé ces 15 dernières années à l'Inspection générale de la culture, à la Fédération Wallonie-Bruxelles, où j'étais directeur. Et je suis depuis mai 2019 vice-président de l'Observatoire des droits culturels, de la diversité et des droits culturels de Fribourg, en Suisse, et chercheur associé auprès de l'association Marcel Ichter pour la démocratie culturelle à Bruxelles. Par ailleurs, j'ai une mission pour le ministère français de la Culture dans le cadre d'un processus de réflexion sur la redéfinition des missions de ce ministère. Voilà. Donc, je commence autour du concept ou de la notion, c'est un peu incertain, d'éducation permanente. Le mot éducation, vous le savez, désigne un processus dans lequel, un processus d'apprentissage dans lequel on conquiert des connaissances, dans lequel on élabore des savoirs, et des savoirs qui libèrent. Dans le mot éducation, il y a sous-jacent la notion d'émancipation, se défaire des liens qui nous enserrent, se défaire d'une condition qui nous est assignée, se défaire d'une position de l'histoire comme objet de l'histoire et conquérir une position de sujet de l'histoire. Bon, c'est un peu prétentieux, c'est un peu énorme, évidemment, sujet de l'histoire. On ne l'est jamais qu'en tout petit, mais on l'est. Ça, c'est en tout cas une conviction qu'on a depuis 250 ans environ, que c'est bien la conversation entre les humains qui fait l'histoire. Et c'est de cette conviction qu'est née l'éducation permanente populaire, à savoir, c'est bien parce qu'il y a le déploiement d'une recherche de démocratie et en même temps le déploiement de la révolution industrielle, c'est pour ces deux raisons que c'est bien que l'homme, que l'humain découvre à la charnière du 18e et du 19e, que c'est de sa conscience que peut naître une action éclairée pour contribuer à infléchir le cours de l'histoire. Et donc, ma première définition de l'éducation permanente populaire serait l'éducation dont le peuple est sujet et non pas objet. Donc l'éducation dans laquelle le processus d'apprentissage ou de construction de savoir, dans lequel des personnes associées, coalisées, parfois en association, tentent de construire un point de vue critique sur le monde et puis de mettre en œuvre ce savoir critique pour changer le monde. Ça, en principe, ce serait
ma définition. En plus court encore, on peut dire l'éducation populaire, c'est la dimension culturelle d'un mouvement social. Un mouvement social qui a donc une vision du monde, qui a accumulé des savoirs sociaux stratégiques et qui, au nom de ses savoirs et de ses désirs, de sa vision du monde, œuvre à conduire des conflits, conduire des négociations et parfois conclure des compromis qui font avancer le monde. Alors, voilà autour de la notion, mais vous allez voir que c'est une notion qui va conquérir beaucoup d'espace et donc beaucoup d'ambiguïté et donc beaucoup d'interprétations éventuellement contradictoires ou complémentaires, suivant les points de vue et suivant les époques. Alors, je crois que l'histoire va nous permettre d'éclairer ce tâtonnement autour de la définition, parce que dans l'histoire, c'est un peu plus clair. Je crois qu'on s'accorde, et en particulier, j'ai lu les papiers de la Ligue de l'enseignement, mais aussi des papiers du côté du mouvement laïque, et puis des papiers du côté du mouvement ouvrier chrétien, et puis des papiers du côté du CAROP, qui est le centre d'histoire ouvrière du mouvement ouvrier chrétien, et puis des papiers du côté de Présence et Action culturelle, le côté socialiste. Tous ces papiers convergent sur une première idée, c'est que l'éducation permanente naît avec le courant révolutionnaire de la fin du XVIIIe, et il est notamment présent de manière très étonnante dans un passage assez merveilleux de lucidité du rapport de Maximilien de Condorcet sur l'instruction publique. Donc on est là en Révolution française, on est en 1792, et Condorcet remet un rapport sur l'instruction publique. Il dit, pour qu'il y ait des citoyens, il faut que ces citoyens soient instruits. Il n'y a pas de démocratie sans instruction. Et donc, il planifie, il propose un plan dans tous les sens du mot. Il fait même le plan des écoles, puis le plan des classes, et puis le plan de la France avec le nombre d'écoles qu'il faut, etc. Et le nombre de cours qu'il faut, le nombre d'enseignants qu'il faut. Et donc ça, c'est toute la partie majeure de son discours sur l'instruction publique. Et puis, dans un dernier chapitre, il dit « Mais je crains que nous ne fassions tout cela en pure perte. » Je traduis en français contemporain. Pourquoi ? Parce que, dit-il, avoir l'évolution du travail dans les manufactures, donc les usines, les entreprises, les industries de l'époque, eh bien, je vois que ce travail est de plus en plus divisé et de plus en plus stupide, de plus en plus dépourvu de sens. Et donc, je crains que tout ce qui sera gagné à l'école soit perdu dans les manufactures. Je trouve que c'est une intuition prodigieuse. Il ne savait pas encore à quel point, évidemment, dans les 2 siècles qui allaient suivre, combien la massification de l'instruction ou de l'éducation nationale, comme on dit en France, combien cette massification gagnerait tout le peuple et jusqu'à un âge avancé, puisque l'obligation scolaire court dans nos contrées jusqu'aux environs de 18 ans, et que plus de 2 tiers, voire même 80% d'une classe d'âge à peu de choses près, atteint aujourd'hui le niveau du bac, la fin de l'enseignement secondaire. Et que donc une partie importante d'une génération aujourd'hui poursuit des études supérieures. Donc, eh bien, en dépit de cette massification de l'éducation et de l'instruction, de l'enseignement, l'intuition que ce que l'on gagne en capacité d'intelligence sociale, en capacité de compréhension du monde, pourrait bien se perdre dans un travail idiot, dans une condition inhumaine. Et c'est bien ce qui se trame. Et donc, d'entrée de jeu, en 1792, Condorcet dit « Il faudra donc se préoccuper d'une instruction continue des citoyens ». C'est là que naît l'idée, cette fois-là, pas d'éducation populaire, mais d'éducation permanente. C'est-à-dire qu'au-delà de l'éducation initiale, au-delà de l'instruction initiale, il faudra que le citoyen soit constamment en renouvellement de son instruction et de sa vision du monde. Et pour ce faire, d'ailleurs,
Condorcet imagine différentes procédures. Il imagine notamment que les citoyens, pour avoir confiance dans l'école, devront élire au suffrage universel leurs enseignants. Voilà une piste de travail intéressante. Elle dit parce que c'est trop grave de confier ses enfants à quelqu'un d'autre. Et donc, il faut bien avoir confiance, donc il faut le connaître, cet enseignant, et il faut même le choisir. Et pour le choisir, il faut évidemment le connaître. Et donc, il faut chaque dimanche que les enseignants fassent une conférence publique. Juste à l'heure de la messe, ça tombe bien, pour la laïcité, hein, donc pour distraire les citoyens de leurs éventuelles dérives religieuses. Il propose que les enseignants prennent la place publique et fassent une conférence. Bon, tout ça, évidemment, n'a jamais eu lieu. Il a d'ailleurs été jeté en prison et il est mort peu après son rapport. Mais il y a là tout de même une source de réflexion et d'intelligence qui est extrêmement puissante et qui explique que les démocrates auront toujours, ne fût-ce qu'à l'arrière-plan de leur réflexion, l'idée que les citoyens doivent être éclairés. Bon, c'est peut-être plus le cas dans certaines démocraties illibérales d'aujourd'hui. Je ne crois pas que le Trumpisme souhaite l'instruction des citoyens, ça paraît plutôt le contraire. Mais disons qu'à l'époque, la construction de la démocratie semble faire consensus autour de l'idée il faut en tout cas que les citoyens soient éclairés, que le citoyen conquiert de la connaissance. Alors précisément, on sent une ambiguïté initiale. Est-ce qu'il s'agit d'éduquer le citoyen, donc de le faire objet d'une éducation prolongée, continue, voire perpétuelle, ou est-ce qu'il s'agit que le citoyen s'éduque, S', hein, et donc s'émancipe. Et donc cette tension-là entre éduquer le citoyen ou que le citoyen s'éduque sera constitutive de la deuxième définition historique de l'éducation permanente, cette fois-ci qui deviendra populaire à la faveur de la naissance du mouvement ouvrier. Donc on est maintenant plusieurs décennies après la Révolution française, après les révolutions politiques américaines, anglaises, françaises et autres de la fin du XVIIIe. On est en plein déploiement du mouvement ouvrier, on est autour de 1848, de la révolution sociale, et se construit donc, à l'époque, se construisent les fondations du mouvement ouvrier, d'abord par la voie mutualiste ou coopérative, c'est-à-dire par le fait de se coaliser pour s'entraider, pour créer de la solidarité courte entre ceux qui sont là, avec la casquette qui tourne, ou de la coopérative, c'est-à-dire de mettre ensemble quelques moyens pour ne pas aller chercher son pain chez l'adversaire, chez le patron qui tient l'épicerie aussi, mais pour le faire entre nous dans une coopérative. Et donc, c'est là qu'on peut vraiment penser que le mouvement social, c'est-à-dire des personnes qui doivent se coaliser parce qu'ils sont dans une condition d'aliénation, d'exploitation et de domination qui les mettent en mouvement, ils les mettent en mouvement et qu'est-ce qu'ils inventent? Ils inventent des structures durables d'entraide et de lutte. Et ça s'appelle coopérative mutuelle. Et ces coopératives et mutuelles abritent, parce qu'à l'époque, le syndicalisme, le fait de se syndiquer et de s'organiser syndicalement est interdit, est illégal, est poursuivi par la loi et pourchassé par l'armée. Et donc, ces caisses mutualistes, ces caisses coopératives abritent souvent le début des caisses syndicales, des caisses de résistance entre travailleurs. Et donc, je considère que la première œuvre de l'éducation populaire, c'est la création de l'économie sociale au sens très global du mot et qui inclut les associations, les coopératives, les mutuelles et les syndicats. C'est ça le concept de mouvement ouvrier et c'est ça le concept d'économie sociale au sens le plus large du mot, c'est-à-dire d'un monde qui cherche une alternative au capitalisme. Alors, alternative est un grand mot parce qu'il y a évidemment plusieurs courants dans le mouvement ouvrier. Il y a certes un courant, mettons, anarcho-révolutionnaire. Il y a un courant communiste, socialo-communiste. Il y a un courant chrétien-social. Et dans les courants socialistes et chrétiens, d'ailleurs davantage du côté chrétien,
différentes formes de paternalisme, et où effectivement il s'agit bien d'éduquer quelqu'un plutôt que de le mettre dans la condition de s'éduquer. Donc il y a là, on retrouve ce clivage initial. Est-ce qu'on éduque quelqu'un ou est-ce que quelqu'un s'éduque? Enfin, la question n'est d'ailleurs pas à l'échelle individuelle, mais à l'échelle collective. Et donc naissent, dans le dernier quart du 19e et jusqu'au début du 20e, différentes initiatives de couleurs et de tendances différentes, jusqu'à y compris des initiatives de type université populaire, et qui vont jusqu'à contester l'hypothèse ou contester la réalité que l'on puisse s'émanciper par un savoir bourgeois. Et donc l'école officielle est analysée comme une école de classe et dans laquelle le savoir lui-même a un marquage de classe. Et donc il s'agit de construire des savoirs d'émancipation et de les construire en situation. C'est ça l'intuition de certaines universités populaires, souvent d'inspiration anarcho-syndicale, anarcho-révolutionnaire. Ce sont vraiment des lieux d'une utopie en marche extrêmement puissante. Bon, ce n'est pas ça qui gagnera, je dirais, le moment de l'histoire. Le moment de l'histoire sera surtout en Belgique un moment de forge d'un compromis social. Et donc, à force de lutte, y compris de lutte sanglante dans ce dernier quart du 19e, le compromis social-démocrate commence à s'esquisser, c'est-à-dire un compromis entre les forces organisées du travail, le mouvement ouvrier, les mouvements ouvriers, et les forces du capital, le patronat. Ces négociations qui impliquent de plus en plus la puissance publique, ces négociations à deux et puis à trois, forgent progressivement le compromis social-démocrate que la Première Guerre retardera, que la crise des années 30 retardera et qui prendra toute son ampleur dans les lendemains de la Deuxième Guerre autour de la naissance et de la consolidation de la sécurité sociale. Voilà pour un premier brin d'histoire. Les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale verront naître une société en profonde transformation, en profonde modernisation, et une part de l'éducation populaire se convertira dans une redéfinition de l'éducation permanente comme accompagnement de la modernité. Ça va être la naissance, fin des années 50, début des années 60, de l'animation socio-culturelle, suivie du développement communautaire, et donc de toute une armée de petites institutions. En France, par exemple, ce sont les MJC, les Maisons des Jeunes et de la Culture. À une grande époque, au milieu des années 60, il s'en crée une par jour en France pour atteindre le nombre de plusieurs milliers dans les années 70. Et donc, ce courant-là de l'animation socio-culturelle et du développement communautaire va prendre son envol au fin des années 60, début des années 70. Vous voyez qu'on rôde autour de 1968 et autour d'utopies communautaires, d'utopies d'une alternative globale à la société marchande dont on pressent l'épuisement. Naît alors un long tunnel, se profile alors un long tunnel autour de ce qu'on appellera la crise économique et qui enfermera beaucoup de ces utopies dans les difficultés, les abîmes sociales du chômage, de la précarité, de la renaissance ou du redéploiement de la pauvreté. Pour beaucoup, les forces du mouvement ouvrier devront se convertir au sauvetage social, à l'insertion socio-professionnelle. J'appelle ça un long tunnel parce que les utopies seront mises sous le boisseau d'une certaine façon. Il faudra attendre les dernières décennies, les 20 ou 30 dernières années, pour voir repoindre l'hypothèse d'une actualité brûlante de l'éducation populaire. Mais cela sera pour le deuxième épisode.
À tout à l'heure.